Bonjour Sébastien, Bonjour. enfin rebonjour plutôt. Aujourd'hui, nous allons donc avec vous parler du télétravail. Oui Maxime, pour cette première chronique de l'année, j'ai choisi de revenir sur un sujet d'actualité pour une partie d'entre nous. D'ailleurs, je me demandais si cette chronique allait être en télétravail ou bien ici au studio avec vous. Voilà. Alors, tout a démarré le 17 mars dernier. L'ordre a été donné de se confiner et donc de mettre en place le télétravail partout où ça pouvait se faire. Difficile ou impossible à mettre en place les années précédentes, finalement, de nombreuses entreprises l'ont mis en place en quelques jours, voire seulement en quelques heures. Le télétravail est donc passé du stade de l'utopie à celui de notre réalité quotidienne. Et cela a-t-elle été une chose positive ? Eh bien, oui et non. Oui, car il fallait répondre rapidement à la crise sanitaire, dont on ne savait pas grand-chose, et notamment sur les moyens de contamination. Et non, car cela a été fait de façon un peu sauvage, même si le télétravail, en cas de menace d'épidémie, est notamment prévu dans le Code du travail depuis septembre 2017. Or, dès le début de sa mise en place en mars dernier, on a mis en avant les avantages du télétravail avec le ralentissement du rythme quotidien, la disparition des temps de transport, ce qui allait laisser plus de temps pour la vie de famille et pour soi. Donc ça c'est pour les prévisions, mais c'est bien ce qui s'est passé finalement. Eh bien, là aussi, je dirais oui et non. D'un côté, les travailleurs ont apprécié cette suppression des temps de trajet. Les personnes les plus éloignées de leur lieu de travail ont gagné jusqu'à 1h30 ou 2 heures par jour, ce qui est conséquent. Seulement, est-ce que ce temps gagné a réellement profité à la vie personnelle ? Et c'est là qu'arrivent les désillusions. Dans l'étude sur le télétravail que j'ai menée durant le premier confinement, il ressort que les télétravailleurs, ayant des enfants en bas âge ou en école primaire et collège, passaient du temps de leur propre journée de travail à s'occuper de leurs enfants et finissaient leur travail le soir après dîner. Mais d'un autre côté Sébastien, nous étions en confinement, ce n'était pas un télétravail dit normal. Je suis tout à fait d'accord. Théoriquement, pendant le télétravail, on ne doit pas aussi suivre les cours de notre enfant qui est en CE2. C'était donc un télétravail qui n'avait rien de normal. Mais cette situation particulière est peut-être l'arbre qui cache la forêt. Savez-vous, Maxime, que cette grande nouveauté du télétravail n'est pas si nouvelle que ça ? Savez-vous qu'il existe une profession qui pratique le télétravail depuis plus d'un siècle ? Et ne serait-ce pas le cas des enseignants ? Exactement. En fait, le télétravail, c'est effectuer du travail en dehors du lieu de l'entreprise. En France, il y a plus de 950 000 enseignants, de la maternelle à l'université, et ils font tous du télétravail. Et ça dure depuis plus d'un siècle, bien avant que le Code du travail ne s'y intéresse. Pour un enseignant de maternelle et primaire, le télétravail représente environ 25% du temps légal de travail, environ 50% pour les enseignants de collège et lycée, et plus encore pour certains enseignants-chercheurs. Or, quiconque connaît des enseignants sait que bon nombre d'entre eux ne travaillent pas de 8h à 18h du lundi au vendredi. En effet, beaucoup bossent aussi le soir après dîner, mais aussi le samedi et le dimanche. Cela fait qu'ils ont une charge mentale professionnelle qui est toujours élevée. Ils ont donc toujours la tête dans leur boulot, ou si vous préférez, le boulot dans leur tête. D'ailleurs, à ce propos, je vais vous raconter une petite anecdote qui m'a été récemment rapportée par un prof. Il se trouve que pour présenter ses bons vœux, un principal de collège de notre agglomération a envoyé un mail à son équipe enseignante via l'espace professionnel. Et ce, le dimanche 3 janvier vers 15h. Voilà, jour logique pour travailler. Exactement. Vous êtes manager d'une équipe de 40 personnes. Vous faites quoi un dimanche après-midi de vos vacances à 15h ? Vous bossez. Bon, on pourrait se dire que ça ne regarde que lui, qu'il est chef et que ça demande peut-être de bosser le dimanche après-midi pendant ses vacances. Ce dont je ne suis absolument pas convaincu. Mais le pire, c'est que 40% des enseignants ont répondu à ce mail entre les 15h et les 18h30 du même dimanche. Ça veut dire que presque la moitié de son équipe était devant son ordinateur un dimanche après-midi de vacances, connecté à son espace professionnel. Vous savez, le droit à la déconnexion, ce n'est pas un droit, c'est un devoir. Mais alors qu'est-ce que cela, Sébastien, nous apprend-il ? Eh bien, cela nous apprend que la liberté nous aliène. Le problème est que la charge mentale est toujours élevée. C'est tellement important que l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, autrement dit l'INRS, a placé l'intensité et le temps de travail en haut de la liste des facteurs de risque psychosociaux. Et ce facteur de RPS est également en bonne position sur le chemin du burn-out. Alors, de grâce, si le télétravail donne une liberté d'organisation, faisons-en quelque chose qui ne devienne pas une roue à hamster. Pour préserver notre santé, il faut donc préserver nos temps de repos en respectant le temps de travail. Il faut donc déconnecter le soir et le week-end pour préserver une bonne qualité de vie professionnelle
et personnel. Merci beaucoup Sébastien. Nous approfondirons d'autres aspects du bien-être au travail avec vous dès le mois prochain dans Comme un midi. Et cette chronique, bien sûr, à retrouver à la page de l'émission dès la fin de celle-ci sur rcf.fr. Et je sais aussi que cette chronique sera très bientôt disponible au format vidéo, notamment sur le réseau social LinkedIn, où nous vous avons rejoint pour notre plus grand plaisir au début du mois de janvier. À bientôt Sébastien. À bientôt.